Reprenons le cours sur le chapitre sur les applications linéaires canoniquement associées. Il s'agit de lever le voile sur cette notion et de préciser ce que ça signifie. Vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de très difficile. Pour ça, je fais un léger rappel sur ce qu'on a vu la dernière fois, où le point essentiel, c'était de voir qu'on pouvait, à une application linéaire de E dans F, lorsque E est de dimension P et F de dimension N, on peut associer à une application une matrice, pour peu que l'on connaisse une base de l'espace de départ, une base de l'espace vectoriel d'arrivée. Donc on a vu qu'une telle application définissait un isomorphisme entre L de E, F et l'espace Mn de K, et cet isomorphisme, on l'avait appelé matrice dans la base E et F. Bon. Donc ça permettait de dire que quand on a des applications linéaires définies sur E à valeur dans F, on peut leur associer une matrice, et pour construire un isomorphisme, il faut simplement prendre une base de E et une base de F, et on construit comme ça une application qui fait bien l'affaire pour passer des applications linéaires aux matrices. Alors, on peut se poser la question de l'opération inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on a une matrice et qu'on veut lui associer une application linéaire, puisque l'objectif c'est de transformer un problème géométrique dans un problème numérique, mais il faut pouvoir remonter le raisonnement. Donc la question c'est comment remonter le raisonnement quand on veut passer d'une matrice à quelque chose de plus géométrique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout doucement le raisonnement avec vous. Je vais me donner une matrice de MNP de K. Donc, je me donne une matrice avec N lignes et P colonnes à coefficient dans K. Et l'objectif, c'est de lui associer de façon naturelle, canonique, une application linéaire. Donc, on veut associer, et j'insiste bien sur le mot naturel, on veut associer à la matrice A une application linéaire, mais de manière naturelle. Alors, naturel, en maths, on ne dit pas naturel. Le mot mathématique, c'est canonique, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait de plus naturel. Et on va voir comment procéder. Alors le processus, il n'est pas si compliqué, puisque déjà, a priori, notre application A, il faut la définir sur un espace vectoriel de dimension P, puisqu'on sait que la dimension de l'espace vectoriel de départ, c'est le nombre de colonnes de la matrice. Donc il nous faut un K espace vectoriel de dimension P. Alors il s'agit de faire un choix canonique. Donc la question qui se pose, c'est quel est le K espace vectoriel de dimension P le plus simple qu'on connaisse sur K? C'est l'espace des coordonnées Kp. L'ensemble des P uplets d'éléments de K. Ensuite, il me faut un espace vectoriel de dimension n. Un K espace vectoriel de dimension n. Pour l'ensemble d'arrivées. Et là, pareil, il s'agit de faire le choix le plus canonique possible, le plus général possible. Eh bien, on va prendre l'espace vectoriel des coordonnées. Donc, moralité, pour associer à une matrice une application linéaire, j'ai besoin d'un espace vectoriel de départ de dimension P, je prends Kp. J'ai besoin d'un espace vectoriel d'arrivée de dimension n, je prends Kn. Donc là, ça m'a permis de fixer de façon canonique les espaces que j'ai pris au départ et à l'arrivée. Donc là, pour l'instant, j'ai identifié que l'ensemble d'applications linéaires que j'allais prendre pour pouvoir associer une matrice à une application linéaire de façon canonique, eh bien c'est ces espaces vectoriels-là. Donc là, on a déjà une partie des éléments à fixer qui sont fixés de façon naturelle. Alors maintenant, ce qu'il nous faut, c'est trouver des bases naturelles sur l'espace vectoriel Kp, sur l'espace vectoriel Kn, puisque on ne peut faire le lien entre ces deux ensembles-là que si on a des bases. Là, vous me voyez arriver gros comme un camion. Qu'est-ce que je vais faire sur l'espace vectoriel Bp? Je vais prendre la base canonique de
de KP que je vais appeler BP, et là je vais prendre la base canonique de KN que je vais appeler BN. Donc par exemple, si cette base-là, elle s'appelle E1EP, je la nomme E1EP, donc c'est la base qu'on connaît bien, qui est formée des vecteurs suivants. Donc des vecteurs qui ont toutes leurs composantes égales à 0, sauf l'une qui est égale à 1. Et la composante qui est égale à 1 porte le numéro de l'indice ici. Et la base Bn, si je la note epsilon, bien je vais récupérer 0, 1, puis que des 0, etc. jusqu'à En, qui va être égal à 0, 0, que des 0, jusqu'au dernier qui vaut 1. Voilà. Donc ça, c'est le choix le plus naturel qu'on peut faire. Et donc, l'application, on va dire canonique, ça serait l'application qui, à mon application petit a, associe donc la matrice dans la base BP BN de l'application A. Donc on voit que la manière la plus naturelle d'associer à A une application linéaire, c'est de choisir ces espaces vectoriels au départ et à l'arrivée, et de choisir les bases canoniques de ces espaces au départ et à l'arrivée. Donc voilà ce qu'on appellera, voilà ce qu'on nommera en application linéaire canoniquement associée à la matrice A. On peut donc préciser maintenant la définition 8 de mon cours. Donc si je me donne une matrice A de MNP de K, on appelle application linéaire canoniquement associée à la matrice A l'application linéaire, puisqu'il n'y en a qu'une, A définie sur Kp à valeur dans Kn, dont la matrice dans les bases canoniques de Kp et Kn est la matrice A. Je dis bien l'application, puisque cette application-là est un isomorphisme, donc il existe bien un unique antécédent par cette application à la matrice A. Donc cette application-là, l'application telle que je dis ici, c'est un... Alors je sais pas, j'ai écrit quelque chose et finalement je suis allé trop loin. Donc cette application-là, moi ce que j'utilise, c'est qu'elle réalise un isomorphisme entre ces deux espaces. Donc c'est en particulier une application bijective, hein, ce qui explique pourquoi je dis l'application. Hein. Il ne peut pas y en avoir deux. À partir du moment où j'ai fixé les espaces de départ et les bases, il n'y a qu'une seule application qui peut correspondre à cette matrice. Voilà, donc ça c'est vraiment important, puisque dans la plupart du temps, quand on va travailler, quand on voudra passer d'une matrice à une application linéaire, ce que l'on fera, c'est réellement cet objectif-là de dire, oh bah tiens, je prends l'application linéaire qui lui est canoniquement associée. Alors, décrivons un peu plus précisément l'exemple qui a été donné en cours. Je prends cette matrice-là et je regarde comment je peux lui associer une application linéaire de manière canonique. On va dire, mais qui est cette application linéaire canoniquement associée à cette matrice? Donc là, encore une fois, pour éviter de se tromper, je trouve que le mieux de loin, c'est de faire tout de suite le graphique, qui va me permettre de voir cette matrice à travers une application linéaire. Donc je dis ça c'est la matrice. Si je peux lui associer une application linéaire petit a, bah, je vais donner l'image des vecteurs de départ. Donc je vais les appeler E1, E2, E3. Donc ça c'est l'image des vecteurs de la base de départ. Et ça c'est exprimé dans la base d'arrivée. Donc on retrouve le fait qu'une application définie à travers cette matrice, c'est une application dont l'espace vectoriel de départ est de dimension 3. Donc ici, en l'occurrence, l'espace vectoriel de départ, c'est un R espace vectoriel, ça sera R3. Et l'espace vectoriel d'arrivée, il est de dimension 2, c'est R2. Ou ce que j'appelle E1, E2, E3, ici, c'est la base que je vais appeler B3, la base canonique de R3. Et ce que j'appelle epsilon 1, epsilon 2, c'est ce que je vais appeler B2, la base canonique de R2. Donc voilà l'application linéaire qui correspond, application linéaire définie sur R3 à valeur dans R2. Alors passons maintenant à la description de l'application A, puisque l'application A, on sait maintenant qu'elle est définie sur l'espace R3 à valeur dans R2, et donc on doit être capable de donner ici l'image d'un triplet quelconque de R3. C'est-à-dire, si on connaît cette matrice, on doit être capable de remonter jusqu'à l'application linéaire. Alors, pour ça, ça ne va pas être très compliqué, puisque
nous, ce qu'on connaît de cette application, c'est l'image des vecteurs de base. Donc on va pouvoir y remonter probablement très facilement en décomposant le vecteur x, y, z dans cette base. Alors on sait bien que le vecteur x, y, z, quand il est décomposé dans la base canonique de R3, il va donner x fois 1, 0, 0, plus y fois 0, 1, 0, donc y fois le vecteur 2, plus z fois le vecteur 3, c'est-à-dire z fois le vecteur de coordonnées 0, 0, 1. Donc là, on décompose notre vecteur dans la base canonique, et elle s'appelle base canonique parce que justement, les coordonnées de ce triplet, c'est exactement les coordonnées de vecteur dans la base canonique. Donc le mot canonique, il est évidemment là pour ça. Donc quand je calcule a de x, y, z, puisque a c'est une application linéaire, je vais récupérer le scalaire x multiplié par le vecteur a de E1 par linéarité, plus le scalaire y multiplié par a de E2, plus z multiplié par a de E3. A de E1, A de E2, A de E3, on connaît, hein, on peut le lire directement sur les composantes qui sont ici. Donc ça va me faire x facteur du vecteur 4, 1, puisque ça, c'est les coordonnées qui sont exprimées dans la base canonique. Donc A de E2, ça sera y facteur du vecteur de coordonnées 2, 0, plus z facteur du vecteur de coordonnées moins 3, moins 1. Si vous appliquez maintenant les lois de R2, puisque ces égalités ont cours dans R2, vous allez récupérer le couple qui va avoir comme coordonnées x plus 2y moins 3z et 4x plus 0y moins z. Donc en fait, ce qu'on vient de montrer, c'est que l'application A, elle est entièrement déterminée par la donnée de cette matrice. Donc ça, c'est cool, c'est qu'on vient de voir concrètement, quand je parle de l'application linéaire canoniquement associée à la matrice A, c'est pas un truc abstrait, c'est vraiment concret, on l'obtient vraiment concrètement en faisant ces calculs-là. Alors, l'idée, c'est de se dire que faire ces calculs-là à chaque fois, c'est quand même pas très sexy. Probablement que justement, il doit y avoir une interprétation matricielle de tout ça. Alors, s'il y a une interprétation matricielle, ça veut justement dire qu'on va faire des identifications matricielles. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimerais, c'est voir cette application-là, mais de façon plus efficace matriciellement. C'est-à-dire que là, pour l'instant, j'ai dit au triplet x, y, z, elle associe ceci. Je vais le réécrire pour que vous voyez les identifications que je vais faire et pourquoi je les fais. Et je vais dire, pour voir les choses matriciellement, qu'est-ce que je vais faire? Ce vecteur-là, je vais l'assimiler à une matrice. Je vais l'assimiler à la matrice de ce vecteur-là dans la base canonique. La matrice qui représente ce vecteur dans la base canonique, c'est la matrice qui a ces coordonnées-là. Ça fait référence à la matrice d'un vecteur dans une base. C'est la définition 2 ou 3 de votre cours. Et ça, c'est la matrice d'un vecteur de R2. Donc, la matrice auquel on fait référence, c'est cette matrice-là. Et là, on pourrait légitimement se poser la question de savoir si, avec les notations qu'on a prises, c'est un x là, avec les notations qu'on a prises ici, quel est le lien qui permet de passer de cette matrice à cette matrice? Est-ce que ce ne serait pas un produit matriciel par hasard? Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier. On va voir que le passage de ça à ça, ça va s'assimiler à la multiplication par la matrice A. Donc là, je prends ma matrice qui récupère les coordonnées de ce vecteur. Eh bien, si j'indique la matrice A ici, si je la renseigne, je m'aperçois qu'en effectuant le produit matriciel, je récupère x plus 2y moins 3z, je récupère 4x moins z, je récupère exactement les coordonnées de ce vecteur. Donc en fait, on voit que la correspondance, en fait, elle est simple. La correspondance, l'application A, je peux très bien dire que finalement, c'est l'application définie sur R3 à valeur dans R2 qui a grand X associe à grand X. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, c'est pas réellement un vecteur de R3, ça, c'est pas réellement un vecteur de R2. C'est vrai, mais on fait une identification. On fait une identification entre ce vecteur de R3 et sa matrice dans la base canonique. Ce qui n'est pas une grosse ce qui n'est pas un gros sacrilège, on va dire, puisque ça, c'est exactement les coordonnées de la base canonique. On conditionne simplement les objets un peu différemment. Alors vous comprenez maintenant pourquoi j'avais pas envie de montrer qu'une application comme ça était linéaire en revenant à la définition.
parce que c'était très très long, très pénible et on n'apprenait pas grand-chose. Et surtout maintenant, on va pouvoir dire que cette application-là, c'est l'application linéaire canoniquement associée à la matrice A. Vous voyez, on n'aura rien d'autre à faire. Donc, c'est quand même un gain énorme d'avoir pu associer à cette application linéaire une matrice, et à cette matrice, cette application linéaire, dans un contexte canonique. Donc on voit évidemment que les deux sont liés et sont complètement identifiables. Alors plus généralement, afin de généraliser le procédé, c'est dès qu'on aura une application qui est de cette nature, c'est-à-dire qu'il y a un PUPLay X1 XP associe des combinaisons linéaires des scalaires de ce PUPLay. Ici, les AI sont des nombres concrets, formels. Hein. Par exemple, ici, 1, 2, moins 3, 4, 0, moins 1. Eh bien, on pourra directement dire que cette application est l'application linéaire de Kp dans Kn, canoniquement associée à cette matrice. Je parle bien de l'application avec un article défini, l'application linéaire canoniquement associée à cette matrice. Donc ça, c'est un progrès phénoménal dans la manière de voir cette application et dans la manière de considérer cette application directement. On va voir mieux, on va voir qu'on peut dire aussi des choses, on peut lire aussi des choses matriciellement, c'est-à-dire qu'on a un réel avantage à voir cette application matriciellement ou à considérer, pour faire les liens quelque part entre la matrice et l'application, et voir que le noyau et l'image, on peut quasiment les lire dans des cas simples, hein, j'entends, hein, directement sur la matrice. C'est ce que je vais vous montrer dans l'exercice 5 qui suit. Alors faisons un cas concret, hein, pour pas que ce que j'ai dit avant reste très abstrait. On va voir ce qui se passe concrètement. Donc là, on est dans la situation précédente, hein, puisqu'on a une application définie sur R3 à valeur dans R3, qui a XYZ, un triplet XYZ associé à un autre triplet, et ce triplet, il est constitué de combinaisons à chaque composante de X et de Y et de Z. Donc, moi j'aimerais montrer que cette application est un endomorphisme de R3, hein, ce qui demande trois choses. Montrer que ce qu'on a à l'arrivée, c'est bien un triplet de R3, bon ça c'est assez évident, mais surtout que cette application est linéaire. Vous allez voir la rapidité avec laquelle on va pouvoir rédiger ça. Je vais dire simplement que A est l'endomorphisme de R3, donc évidemment je ne vais pas me contenter d'arrêter ma phrase là, mais presque. A c'est l'endomorphisme de R3, et je vais dire qu'il est canoniquement associé à une matrice, c'est-à-dire que à partir du moment où je peux lui associer une matrice, j'ai bien affaire à une application linéaire. Donc canoniquement associé à la matrice A. Donc la matrice A, c'est la matrice que j'obtiens en multipliant A avec le vecteur x, y, z, et ce qui va me permettre de reconstituer l'élément qui est ici. Donc pour reconstituer la matrice A, je vais faire un petit schéma à côté, donc au brouillon, hein, pour voir comment elle se reconstitue cette matrice. Donc là-bas, le brouillon, ça sera ma feuille. Je dis en multipliant la matrice A par x, y, z, je dois récupérer moins x plus y de z, moins x plus y, moins 2z. Voilà ce que je dois récupérer. Donc là, je vois que sur la première ligne, je dois mettre un moins 1 ici, 1 ici, puis 0 pour la partie en z. Ici, 0 pour les termes en xy et 2 pour la partie en z. Et enfin, moins 1, 1 et moins 2 pour la partie en z. Donc on voit que la matrice qui est en jeu ici, c'est la matrice moins 1, 1, 0, 0, 0, 2, moins 1, 1, moins 2. On peut même faire le schéma associé. Si j'appelle E1, E2, E3 la base canonique de R3, ici, comme ça va être la même base au départ et à l'arrivée, le schéma relationnel entre l'application linéaire et la matrice sera le suivant. Donc je peux dire que A est l'endomorphisme canoniquement associé à cette matrice, donc c'est un endomorphisme de R3, il est canoniquement associé à cette matrice, et j'ai normalement directement l'image des vecteurs de base que je lis en colonne 1. Alors regardons encore une fois si c'est cohérent. Normalement, la première colonne de cette matrice, puisque ça désigne du coup la matrice dans la base canonique de R3 de A,
En toute logique, A de E1, ça devrait être l'image du premier vecteur de base dont je mets les coordonnées en colonne. Mais si vous regardez ce que c'est que A de E1, E1 ici c'est le vecteur de la base canonique de R3, donc c'est 1, 0, 0. Quand vous calculez l'image de 1, 0, 0, vous récupérez le vecteur moins 1, 0, moins 1. C'est bien moins 1, 0, moins 1. Vous avez bien les coordonnées de ce vecteur exprimées dans la base canonique. De la même façon, si vous calculez l'image du deuxième vecteur pour remplacer y par 0 et les autres par 1, vous allez récupérer 1, 0, 1. Ah oui, c'est bien ce qu'on récupère ici. Et pour le petit dernier, 0, 0, 1, vous allez récupérer 0, 2, moins 2. Donc vous récupérez bien les trois images des vecteurs de la base canonique de R3. Voilà, donc là, on est vraiment dans la cohérence maximale. On voit comment associer à une application une matrice, une application, et on voit les liens qui existent entre les deux. Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'on a un intérêt à voir, par exemple, ceci matriciellement? Alors, j'ai envie de dire oui, parce que, par exemple, on sait que l'image de A, c'est l'espace vectoriel engendré par l'image de A, c'est l'espace vectoriel engendré par l'image des vecteurs de base. Or, l'image des vecteurs de base, c'est ce qu'on lit sur les colonnes. Là, on s'aperçoit quand même assez immédiatement déjà qu'il y a un lien entre le vecteur A de E1 et le vecteur A de E2. Donc, quand on dit par exemple ici que l'image de A, c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur A de E1, A de E2, A de E3, on voit déjà que l'un des vecteurs, on peut l'éliminer assez facilement, puisque vous voyez que comme A de E1 est égal à l'opposé de A de E2, on peut supprimer soit le vecteur A de E1, soit le vecteur A de E2, soit on voit A de E1 comme moins A de E2, ou A de E2 comme moins A de E1. Donc cette relation-là, elle permet de supprimer l'un des vecteurs de la famille génératrice. Je vais par exemple garder A de E2 parce qu'il est plus simple. Donc je supprime A de E1 puisqu'il s'exprime comme combinaison linéaire des autres vecteurs. Donc là, on récupère qu'une famille génératrice de l'image de A, c'est les deux vecteurs qui sont ici, puisqu'il y en a un que j'ai pu supprimer. Or, les vecteurs A de E2 et A de E3, vous voyez bien qu'ils ne sont pas proportionnels. On ne peut pas passer de l'un à l'autre en multipliant par le même nombre. Donc on voit que cette famille-là est une famille libre, puisque formée de deux vecteurs non proportionnels. Qu'est-ce que vous en déduisez? Vous en déduisez directement une base de l'image de A. On vient de montrer que cette famille-là est une base de l'image de A, ce qui permet de dire que le rang de A est égal à 2. Et ça, on le lit très très bien sur la matrice. Du coup, avec la formule du rang, vous récupérez que la dimension de l'espace vectoriel de départ, c'est 3, que le rang de A, c'est 2, ça on l'a déjà dit, et donc que la dimension du noyau de A, ça va être 3 moins 2, ça va être 1. Donc on récupère que le noyau de A est une droite vectorielle. Mais cette droite vectorielle, on l'a déjà mise en évidence. Ici, il faut voir qu'en éliminant des vecteurs du système générateur, eh bien, vous mettez en évidence des vecteurs du noyau. Je m'explique. Effectivement, si vous trouvez des relations entre les images des vecteurs de A, si ici vous repassez tout dans le membre de gauche, vous allez récupérer par linéarité de A que A de E1 plus A de E2 est égal à 0, donc par linéarité que A de E1 plus E2 est égal à 0, et donc que le vecteur de coordonnées, enfin le vecteur pardon, E1 plus E2 appartient au noyau de A, et donc que le vecteur de coordonnées 1, 1, 0 appartient au noyau de A, puisqu'on travaille dans R3. On vient donc de trouver un vecteur non nul du noyau de A, je vais l'appeler epsilon ce vecteur. Comme le noyau est de dimension 1 et que je viens de trouver un vecteur non nul dans le noyau de A, je peux donc affirmer que le noyau de A, c'est donc l'espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 1, 0. Donc on voit qu'on peut lire plein de choses matriciellement. Donc là, je vois directement matriciellement qu'en additionnant ces deux colonnes, on obtient 0. Et ça me permet de voir que ça permet de générer un vecteur du noyau. Donc vous avez vu que quand les coefficients de la matrice sont simples, on a réussi à récupérer une base de l'image et une base de noyau quasi directement.
Alors, je vais maintenant pouvoir présenter la définition 6 par lien direct avec l'exercice numéro 6, pour que vous compreniez bien les choses. Évidemment, c'est toujours intimement lié à ce que j'ai raconté juste avant. Là, je considère une matrice. Donc, j'ai un voir qu'à une matrice, on peut associer de façon naturelle une application linéaire, définie sur Kp à valeur dans Kn, quand la matrice est dans MNP de K. Donc, à partir du moment où à une matrice A de MNP de K, on peut définir canoniquement une application linéaire définie sur Kp à valeur dans Kn, parler du noyau de A et de l'image de A devient possible à partir du moment où je relie ça à une application linéaire. Donc la définition 10 nous raconte que le noyau d'une matrice, par définition, c'est le noyau de son application linéaire canoniquement associée. De la même façon, l'image d'une matrice sera par définition l'image de l'application linéaire qui lui est canoniquement associée. Ce qui a bien un sens, puisqu'on a vu qu'on associe à une matrice une application linéaire de façon unique à travers l'application matrice dans la base BP-BN de l'application petit a, qui est une bijection entre l'ensemble des applications linéaires de Kp dans Kn et des matrices de MNP de K. Donc cette définition a du sens, et on va tout de suite la tester sur un exemple. Donc là, par exemple, je vous donne cette matrice, une matrice de taille NN, de Mn de R, donc, et je vous demande calculer une base de la matrice A, du noyau de la matrice A et de l'image de la matrice A. Alors évidemment, on va donner du sens à ça, sans pour autant forcément écrire une application linéaire. Je vais dire simplement la chose suivante. A, elle est donc canoniquement associée à la matrice, cette fois-ci d'un endomorphisme, puisque la dimension de l'espace vectoriel de départ, c'est n, la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée, c'est n, et la matrice est à coefficient dans R. Donc, a priori, l'application petit a dont on parle ici, c'est une application qui est définie sur Rn à valeur dans Rn, et on va munir Rn de la base canonique de Rn, c'est-à-dire la fameuse base avec 1, puis que des 0, etc. Voilà, donc là, le décor est planté. À une matrice, je peux associer une application linéaire. Alors maintenant, comment mieux faire encore le lien entre les deux? Eh bien, le lien entre les deux, on le fait en complétant le tableau matriciel correctement pour faire apparaître justement l'application linéaire dans cette matrice. Alors, on va faire ça tout doucement. Donc là, je réécris ma matrice. Et je réécris la légende qui lui est associée quand je parle d'application linéaire. Donc les colonnes de cette matrice représentent les images des vecteurs de la base de départ. Donc A de E1, A de E2, A de E3, etc. jusqu'à A de En pour les colonnes. Et ça, c'est exprimé dans la base E1, E2, etc. jusqu'à En. Donc voilà la légende associée. Alors ça, c'est suffisant pour connaître cette application linéaire, tout simplement parce que celle-ci est entièrement déterminée par l'image d'une base. Alors est-ce que pour autant on est capable, donc, quand la matrice est simple, de calculer efficacement ce que serait qu'une base de l'image de l'application petit a et donc de la matrice grand A? L'image de l'application linéaire canoniquement associée, ça c'est du gâteau, hein, puisqu'on sait qu'on en connaît une famille génératrice. Le premier vecteur de cette famille génératrice, c'est A de E1, le deuxième, c'est A de E2, etc., jusqu'à A de En. La question maintenant, c'est est-ce qu'on peut simplifier cette famille génératrice? En d'autres termes, est-ce qu'elle est libre, ou est-ce qu'on peut voir que des vecteurs s'expriment comme combinaison linéaire des autres? Alors là, c'est un euphémisme de dire qu'il y a des vecteurs qui s'expriment comme combinaison linéaire des autres, puisque vous remarquez quand même directement que A de E2 est égal à A de E3, etc., est égal à A de En. C'est-à-dire que toutes les images ici de ces vecteurs, elles sont toutes égales. Donc a priori, dans ces vecteurs-là, je peux conserver uniquement le vecteur A de E2. Les autres, on peut les supprimer du système générateur. Donc on récupère que l'image de A, petit a, j'entends, hein, c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur A de E1 et A de E2. Par contre, la famille qui est constituée de ces deux vecteurs E1 et E2, ça c'est clairement une famille libre,
puisque vous constatez que le vecteur A de E1 et le vecteur A de E2, ils ne sont pas proportionnels. Hein. Je ne peux pas passer de lui à lui en multipliant par un scalaire et réciproquement. Donc là, on n'a que deux vecteurs qui forment une famille libre. Donc j'obtiens que la famille A de E1, A de E2, c'est un peu mieux qu'une famille génératrice de l'image, c'en est une base. Et ben, on vient de trouver une base de l'image de A, petit a, mais aussi grand A, puisque l'image de ma matrice, c'est l'image de mon application linéaire. Oh là là, bah déjà c'est déjà fini. Aucun calcul nécessaire. Donc l'image de petit a, eh bien, c'est l'espace vectoriel engendré par deux vecteurs, le vecteur qui ne possède que des 1, puis le vecteur qui est ici. Voilà pour l'image. Alors maintenant le noyau. Alors le noyau, on va recueillir deux types d'informations. Et je vais tout de suite les souligner ici. On a vu que quand on arrive à supprimer des vecteurs du système générateur de l'image, on arrive à relayer ça au noyau. Donc il va y avoir une analyse différente de ces égalités ici. Mais pas que. Une fois qu'on connaît la dimension de l'image, et ici l'image est de dimension 2 puisqu'elle possède une base à deux vecteurs, on a également la formule du rang qui nous permet d'obtenir d'autres renseignements. Là, on va regarder des deux côtés ce qu'on obtient par la formule du rang et ce qu'on obtient par les relations ici. La formule du rang, elle nous raconte quoi? Elle nous raconte que la dimension de l'espace vectoriel de départ, c'est-à-dire Rn, le nombre de colonnes de la matrice, la dimension de l'espace de départ, c'est égal à la dimension du noyau de A, que je cherche, plus le rang de A, qui vaut 2. Donc on obtient par ce biais que la dimension du noyau de A est égale à n-2. Donc je sais que pour trouver une base du noyau de A, il me suffit de trouver une famille libre avec n-2 vecteurs ou génératrice avec n-2 vecteurs. Mais seulement si vous regardez les relations qui sont là. Quand j'écris par exemple que A de E2 est égal à A de E3, ça me permet de dire que A de E2 moins E3 est égal à 0. Donc que le vecteur E2 moins E3 est un vecteur qui est dans le noyau de A. Le raisonnement que je fais avec E2 et E3, je peux aussi le faire avec E3 et E4, puisque A de E2 est aussi égal à A de E4. Ce qui me permet de dire que le vecteur qui est là est aussi un vecteur qui est dans le noyau de A. Et je peux continuer ce raisonnement jusqu'à E2. A de E2 est égal à A de En, qui me fournit E2 moins En est dans le noyau de A. Là c'est cool parce que ça m'a permis de dégager ici n-2 vecteurs. Si par bonheur ils sont linéairement indépendants, bah, j'aurai n-2 vecteurs du noyau linéairement indépendant dans un espace de dimension n-2, j'aurai donc une base de ce noyau. Donc je n'ai plus qu'à justifier que cette famille est une base, enfin c'est une famille libre, pardon, et j'aurai gagné. Mais vous avez vu comment je me suis amusé à construire ces vecteurs. Je les ai construits de manière à faire apparaître à chaque fois un vecteur de base différent. Donc montrer que cette famille est libre, ça devrait être facile. Faisons-le dans le détail. Je vais me donner donc des scalaires en nombre n-2, et l'indice des scalaires va représenter le nouveau vecteur que je fais apparaître. Donc ces scalaires, je vais les appeler alpha 3, alpha n. Donc ici des nombres réels. Je les prends tels que alpha 3, E2 moins E3, plus etc. alpha n, E2 moins En est égal à 0. Alors ici, c'est le 0 de Rn. Et moi, ce que j'aimerais, c'est trouver des conditions, enfin, montrer que les scalaires alpha 3, alpha n sont nuls. Évidemment, je vais regrouper ça par vecteur de base, puisque les vecteurs E1, E2, En, c'est les vecteurs de la base canonique de Rn. Donc on regroupe ce qui se passe par rapport à ces vecteurs. Alors je vais récupérer une composante un peu pénible par rapport au vecteur E2, puisque lui, il apparaît dans tous les vecteurs. Par contre, regardez ce qu'on obtient pour les autres. On obtient moins alpha 3, E3, moins etc. alpha n, En, qui est égal à 0. J'obtiens une combinaison linéaire nulle de vecteurs d'une base, puisque les vecteurs E2, E3, En, ce sont des vecteurs qu'on retrouve dans la base canonique. Donc, en particulier, comme la base canonique
est une base. En prenant un certain nombre de vecteurs de cette famille, j'obtiens une famille qui est libre. Ce qui va me permettre de dire que les scalaires qui interviennent dans cette combinaison linéaire, ils sont nuls. On récupère donc alpha 3 est égal à 0, etc. jusqu'à alpha n qui est égal à 0. Moralité, on vient d'obtenir que la famille qui est là, qui apparaît ici, est une famille qui est libre. Elle est constituée de n-2 vecteurs. Quand on a une famille de n-2 vecteurs libres dans un espace vectoriel de dimension n-2, c'est une base. Donc on peut conclure que le noyau de petit a, qui est en fait le noyau de la matrice grand A par définition du noyau d'une matrice, eh bien c'est l'espace vectoriel engendré par les vecteurs E2 moins E3, etc. jusqu'à E2 moins En. Comme ce sont des vecteurs de la base canonique de Rn, je peux écrire ces vecteurs à l'aide de leur décomposition en n-uplets. Ce n-uplet là, c'est le n-uplet 0, 1, moins 1, 0, puis que des 0, etc. jusqu'au petit dernier qui est 0, 1, 0, etc. Et on termine par moins 1. Donc, à mon avis, c'est quand même plus clair de les écrire sous cette forme-là. Donc au final, si vous regardez bien, sans faire l'ombre d'un calcul, bon, je vous avoue que c'est parce que la matrice n'est pas très compliquée non plus, on a réussi à faire quoi? On a réussi à récupérer une base de l'image de A, une base du noyau de A. Simplement en regardant les liens matriciels essentiels pour pouvoir parler d'une application linéaire. Et en regardant les colonnes de cette matrice pour voir que s'il y a des répétitions, s'il y a des colonnes qui s'expriment en fonction des autres, eh bien ça a une incidence sur le système générateur de l'image, et par voie de conséquence, ça a directement une incidence sur le noyau de cette application linéaire. Alors il nous reste un dernier point pour pouvoir être complet sur la passerelle qu'on a commencé à entrevoir, qui va être un véritable pont, un viaduc, entre l'ensemble des applications linéaires et l'ensemble des matrices. On a vu que cet ensemble-là était un isomorphisme d'espace vectoriel. Donc, je vous ai rappelé la propriété emblématique, c'est qu'évidemment c'est une application bijective, mais aussi que ça conserve les combinaisons linéaires. Seulement, on a vu que l'ensemble des fonctions de linéaires est muni d'une autre loi qui s'appelle la composition. Alors évidemment, pour la composition, il y a un contexte particulier à prendre en compte. Hein. Quand on compose des applications linéaires, il faut évidemment que l'ensemble d'arrivée et l'ensemble de départ des deux applications coïncident, sinon on peut a priori pas les composer. Donc il y a un contexte particulier à prendre en compte et on va le prendre en compte. Si je veux par exemple composer l'application linéaire A avec l'application linéaire B, l'ensemble de départ de A doit être l'ensemble d'arrivée de B. Et pour pouvoir parler de matrice, il me faut que je donne des bases. Donc je vais me donner une base E ronde de l'espace E, une base F ronde de l'espace F, et une base G ronde de l'espace G. Je vais donner des noms à ces bases de façon à pouvoir les manipuler correctement. Donc je ne vais pas changer de nom pour la base de départ, je vais continuer à l'appeler E1, EP. La base intermédiaire, je vais l'appeler F1, FQ, pour coller au maximum aux notations qu'on avait appris dans les matrices et dans le premier cours sur les matrices. Et la petite dernière, je vais l'appeler G1, GN. Donc ça, c'est respectivement une base de l'espace E, ceci est une base de F, ceci est une base de G. Donc la question légitime qu'on peut se poser, et on va dire quelques calculs précédents pourraient nous faire croire à ce miracle, c'est que donne la matrice de l'application A rond B, alors évidemment, matrice de A rond B dans la base E et dans la base J. Cette matrice-là, j'aimerais voir si elle est reliée à la matrice de A dans les bases FG et la matrice de B dans les bases EF. Vous voyez, ce que j'aimerais vraiment qu'on voit, c'est si on n'a pas ce lien qui est extrêmement intéressant de produit matriciel. Alors, la réponse est évidemment oui, puisque c'est quelque chose, je vous rabats les oreilles avec ça depuis très longtemps, en vous disant, mais le produit matriciel, c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'on a voulu modéliser une composition. Donc le produit matriciel a été normalement conçu sur mesure pour pouvoir avoir cette propriété. Et bien justement, c'est cette propriété qu'on va enfin démontrer.
on va montrer que la composition et la loi multiplicative des applications linéaires. Et bien cette loi multiplicative des applications linéaires, elle se retrouve dans la multiplication matricielle. Donc on dira vulgairement que la matrice d'une composée, c'est le produit des matrices. Alors pour montrer ça de façon solide et efficace, il va falloir qu'on donne des noms aux différentes matrices. Alors là, je ne vais pas me casser la tête. Hein. La première matrice qui est là, je vais l'appeler C. Donc c'est la matrice dans la base E ronde et G de l'application A rond B. La matrice de petit a, je vais l'appeler grand A. C'est d'ailleurs une convention que je vais prendre assez systématiquement, de donner comme nom à la matrice le nom majuscule de l'application minuscule. Donc avec cette convention, vous avez bien compris que le petit nom de la matrice de B, ça sera grand B. Alors, quand je regarde cette égalité-là, il faut que je regarde ce que je dois démontrer. Il faut déjà que je regarde où vivent les différentes matrices. Donc déjà, où vit la matrice C? Parce que pour que deux matrices soient égales, elles doivent déjà avoir le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. C, c'est la matrice de A rond B. Je sais que le nombre de lignes et le nombre de colonnes sont donnés respectivement par le nombre de lignes, c'est la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée. Ça sera donc n. Le nombre de colonnes, c'est la dimension de l'espace de départ. Ça sera donc p. Donc a priori, la matrice C qui est ici, c'est une matrice de MNP. La matrice A, elle, le nombre de lignes, c'est la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée. Ça sera donc G. Et celui de départ pour les colonnes, ça sera donc Q. Et enfin, la matrice B, elle, avec les mêmes conventions, donc on a vu que le nombre de lignes ici c'était Q et le nombre de colonnes P. Donc on voit déjà bien qu'avec la formule du produit matriciel, la matrice AB elle est parfaitement définie puisque le nombre de colonnes de A c'est le nombre de lignes de B et la matrice AB elle appartient à l'ensemble des matrices à n ligne et p colonnes à coefficient donc A. Alors évidemment, c'est pas suffisant, hein, c'est pas suffisant pour avoir l'égalité, mais déjà au moins les matrices elles ont la même taille. Maintenant, on va pouvoir regarder ce qui se passe au niveau des coefficients. Alors pour voir ce qui se passe au niveau des coefficients, je vais fixer un coefficient i, donc qui va être entre 1 et n, qui va être notre indice de ligne, et je vais fixer un coefficient j qui lui va être entre 1 et p, qui va être notre indice de colonne. On va calculer ces j. Et l'objectif, ça va être de voir si le coefficient CJ, c'est celui que j'obtiens en multipliant la matrice A et la matrice B. Donc je vous rappelle la formule du produit matriciel, hein, c'est-à-dire que nous, ce qu'on aimerait montrer, hein, ça sera la formule à démontrer, que le coefficient CJ, c'est la somme pour K variant entre 1 et Q de AIK multiplié par BKJ. Donc voilà la formule qu'on aimerait établir. Donc je vais entre parenthèses à établir. Voilà ce qu'on aimerait démontrer. Bon, on va le démontrer tranquillou. Et on va partir du calcul de CIJ. On va interpréter ce que c'est que CIJ et on va le calculer explicitement. Alors pour ça, je vous rappelle qu'on avait bien précisé ce que représentaient les coefficients de chaque ligne et de chaque colonne. Le coefficient CIJ, c'est un coefficient qu'on trouve sur la jème colonne de la matrice A rond B. Donc là, je vais tout de suite voir ça symboliquement. Ça va nous permettre de bien être capable de lire ce qui se passe sur les coefficients des matrices. Hein. Ça, c'est un point essentiel, lire les coefficients d'une matrice. Donc on avait dit que le coefficient de la im ligne et de la jm colonne de cette matrice, ça correspondait à quoi? La jm colonne, une chose est sûre, c'est qu'elle correspond à l'image du jm vecteur de la base de départ. La base de départ, c'est E. Donc là, on va se placer sur la jm colonne. Qu'est-ce qui se passe sur la im ligne? Les lignes, c'est les vecteurs de la décomposition. Donc les lignes, elles correspondent à la décomposition G1, etc., GI, GN. Donc le coefficient qu'on trouve sur la im ligne et la jm colonne, donc le coefficient se trouve sur la jm colonne, donc ça c'est la colonne de la décomposition de ce vecteur, et celui qu'on trouve particulièrement sur la ligne numéro i, c'est la coordonnée par rapport à GI.
Donc on voit que pour calculer CIJ, qu'est-ce qu'il faut que je calcule? Le coefficient CIJ que je vais chercher à calculer, c'est le coefficient que j'obtiens en décomposant le vecteur arrombé de EJ dans cette base-là. Donc l'objectif, pour pouvoir démontrer que cette relation est vérifiée, eh bien ça va être de calculer CIJ en utilisant sa définition. La définition de ce coefficient correspond à la coordonnée selon GI du vecteur arrombé de EI. Alors maintenant que cette analyse est faite, on se lance dans les calculs et là on va lire ce qu'il se passe dans les matrices. Donc là, ne soyons pas violents, on calcule cette composée. Cette composée, c'est par définition A de B de EJ. Donc le premier vecteur qu'il va falloir cibler, c'est le vecteur B de EJ. Où est-ce que je vais trouver le vecteur B de EJ? Où est-ce que je trouve les renseignements sur ces vecteurs? Dans la matrice de B, bien entendu. Dans la, si j'ose dire, jème colonne de la matrice B. Donc là, on va faire rapidement notre petit dessin de la matrice B pour voir où ça se passe. Donc la matrice B, c'est un tableau matriciel. Et ici, ça va se passer en jème colonne de B. Alors le vecteur B de EJ, connaissant la matrice B, on sait le décomposer dans quelle base? Ben, B s'envoie dans F, donc on va le décomposer dans la base F1, etc. jusqu'à FI, etc. jusqu'à FQ. Voilà, donc c'est cette colonne-là. Donc, pour chercher les coordonnées de ce vecteur, je n'ai qu'à regarder les indices qui sont sur la colonne. Donc les indices qui sont sur la colonne, ça va être B1J, etc., BIJ, etc., jusqu'à BQJ. Donc voilà les coefficients qui varient dans la colonne. Bon, bah maintenant que je connais les coordonnées de ce vecteur, je peux calculer cette image-là. Cette image-là, ça va donc être A appliqué à la somme. Alors là, j'ai les coefficients ici qui varient. Donc ça va être la somme des BKJ fois FK, où ce qui varie effectivement c'est l'indice de la ligne. Ici, K varie entre 1 et Q. Attention à ne pas se tromper sur les bornes. Comme l'application A est une application linéaire, je sais que l'image de cette combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. Donc je vais récupérer la somme pour K variant de 1 à Q des BKJ multiplié par A de FK. Là, on est ramené au même problème que pour le vecteur B de EJ. On doit être capable de lire où se trouve, quelles sont les coordonnées de ce vecteur-là. Pour lire quelles sont les coordonnées de ce vecteur-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher les informations dans la matrice, puisque la matrice contient justement les informations des images des vecteurs de base. Donc on va regarder la matrice A et on va traiter ces informations. Donc pour calculer le vecteur A de FK, je trace la matrice A et je me dis ce vecteur-là, c'est la k-ième colonne de la matrice, c'est là que je vais aller chercher ses coordonnées. Or, l'application A, c'est une application qui est définie sur l'espace vectoriel F à valeur dans l'espace vectoriel G. Donc on va se décomposer dans la base de G que j'ai indiquée ici. Alors les coefficients de cette matrice, celui de la première ligne, ça va être AIK, puisqu'on est sur la k-ième colonne. Ensuite A2K, etc. jusqu'à ANK. Donc, quand on va décomposer ici le vecteur A de FK, le vecteur A de FK, si on lit sur la matrice, le vecteur A de FK, c'est la somme pour I variant entre 1 et N, puisque c'est le premier indice qui varie, des AIK fois GI. C'est le ième indice qui varie en même temps que l'indice de la ligne. Donc je vais juste reporter cette information directement dans la somme qui est ici. Je vais récupérer une somme double, et vous savez ce qu'on va faire avec une somme double. Vous savez, au fond de vous. On va la permuter. De toute façon, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec une somme double, à part changer les, justement, priorités sur les indices. Donc, GI. Alors pour l'instant, je suis bien. Je vous rappelle mon objectif. Mon objectif, c'est de récupérer la coordonnée de ce vecteur-là par rapport à GI. Et là, je suis dans un fauteuil et j'ai plus qu'à récupérer cette coordonnée. Ah oui, mais sauf que pour récupérer cette coordonnée, il faut que la somme qui dépend de I soit avant celle qui dépend de K. D'où la nécessaire interversion. Bon, alors on va pas trop vite. On va déjà développer la somme, c'est-à-dire faire passer ce terme dans la somme. On appelle ça développer en matin.
Donc on va récupérer ici AIK fois... Oh, BKJ, oh là là, comme ça a l'air de bien se passer cette histoire. Donc effectivement, on écrit cette somme comme ça. Puis comme on est sur une somme à secteur rectangulaire, là, les indices ici ne dépendent pas des variables muettes, je peux donc permuter les sommes sur les secteurs rectangulaires sans l'ombre d'un doute. Donc, ici, I varie entre 1 et N. Ici, la somme pour K variant entre 1 et Q de AIK, BKJ, JI. Voilà ce que j'obtiens. Alors là, je vais pouvoir factoriser de la somme tout ce qui ne dépend pas de K. Or là, les nombres, les scalaires dépendants de K, le seul terme que je peux factoriser, c'est un vecteur que je peux factoriser à droite. Ce qui veut donc dire que cette factorisation me permet de mettre les parenthèses ici. Et je m'aperçois de quoi? L'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était de calculer la coordonnée de ce vecteur-là selon le vecteur GI. La coordonnée selon le vecteur GI, c'est cette coordonnée-là. Et cette coordonnée, c'était ce qu'on avait identifié comme étant CIJ. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que la coordonnée de ce vecteur selon GI, c'est le nombre qui est ici. Mais le nombre qui est ici, ça correspond à quoi? Ça correspond par définition de mon cours à la coordonnée de la matrice AB que l'on trouve à la IM-GIN et à la JM colonne. C'est le produit matriciel de A et de B, les coefficients du produit matriciel de A et de B qu'on récupère ici. Donc on vient de montrer que la matrice dans les bases E et G de A rond B, donc la matrice de cette composée, c'est la matrice produit, c'est la matrice AB. C'est-à-dire, c'est la matrice de l'application A multipliée par la matrice de l'application B. Alors vous allez me dire, oh, mais comment on fait pour trouver les bases? J'ai toujours un peu de mal avec ça. Le graphique qui récapitule les compositions. On sait que l'application A, ses bases, ça sera F et G. Donc là, il n'y a rien à apprendre. Il y a à faire le graphique associé pour pouvoir lire l'endroit où ça se passe. Et donc on voit effectivement que la base F se retrouve à l'extérieur, ici de la première matrice, et à l'extérieur de la deuxième matrice. Et on vient de démontrer un théorème Maus là. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que la composition des applications linéaires se traduit matriciellement par un produit matriciel. C'est-à-dire que l'application matrice dans des bases, elle a des propriétés supplémentaires, hormis le fait de conserver les combinaisons linéaires, elle transforme la composition en produit matriciel. C'est exactement pour ça que le produit matriciel, il a cette forme un peu tordue. Il a cette forme tordue parce qu'on voulait justement prendre en compte la composition des applications linéaires. On voulait que ce produit mesure quelque chose de particulier. Mission accomplie. Alors on peut citer le théorème qu'on vient de démontrer, le théorème qui s'appelle théorème 11 dans mon cours, et qui dit la chose suivante. Alors je suis sûr que c'est un théorème qui vous fait flipper parce que vous voyez qu'il y a des bases un peu partout. Il dit mais laquelle? Comment je vais faire pour me souvenir de cette formule alors qu'il y a des bases partout? F elle se retrouve devant, derrière, au milieu, je sais plus. Je sais plus. En fait, ce qui est cool, c'est que moi, cette formule-là, je la lis sur le graphique. Moi, ce que je retiens, c'est la seule chose que je retiens, c'est que la matrice d'une composée, c'est le produit matriciel des matrices dans cet ordre. C'est-à-dire que ça respecte l'ordre des applications linéaires. La matrice de A rond B, c'est la matrice de A fois la matrice de B. Ça, c'est quand même pas très compliqué à se souvenir. Alors après, ce qui se passe au niveau des bases, je vais vous dire, c'est des trucs qu'on a déjà vus. Quand on veut parler de composition, qu'est-ce qu'on fait? Le diagramme de la composition. Ça, c'est le diagramme de l'application A rond B. Donc, je vais simplement dire que la matrice de A rond B, si je sais qu'au départ ici, ça va être la base de départ de E, et à l'arrivée, ça va être la base de départ de A rond B. Donc, c'est la base G. Pour A, la base de départ de A, c'est la base de l'espace vectoriel de départ de A, c'est F, et de l'espace vectoriel d'arrivée, G de A. Et pour B, je mets la base au départ, c'est rond, c'est E, et la base à l'arrivée, c'est F. Et voilà, ça y est. Avec ce diagramme-là, on peut parfaitement savoir ce qu'il se passe au niveau des différentes bases que l'on place au départ et à l'arrivée. Alors là, vous allez me dire, ah non, alors pour les endomorphismes de, ça va être overcool, puisque ça va être la même matrice partout. Vous me l'enlevez de la bouche, évidemment que ça va être overcool. Pourquoi? Puisque si vous prenez A et B, cette fois-ci, donc des endomorphismes de E,
donc des applications linéaires de E dans E, et E ronde, une base de E. Je vous rappelle qu'on est en dimension finie. Donc ici, on travaille sur des espaces de dimension finie qu'on peut pourvoir de base. Là, j'ai même pas besoin de faire mon petit graphique pour A rond V, puisque je sais que je mets la même base au départ et à l'arrivée. Donc je peux dire que la matrice de A rond V dans la base E ronde, puisque c'est la même base pour l'espace vectoriel E de départ et pour l'espace vectoriel E à l'arrivée, eh bien ça va être la matrice dans E de A fois la matrice dans E de B. Alors ça veut dire que sur les endomorphismes, c'est le pactole. C'est le pactole au niveau des propriétés. Je m'explique, hein, puisque quand on a fait le choix d'une base, je vous rappelle qu'on avait dit que l'application matrice dans la base ronde était une application donc qui était définie sur l'espace L2 et qui était à valeur dans les matrices, alors si E est de dimension P, dans l'ensemble des matrices MP de K, et qui a un endomorphisme de E associé sa matrice dans la base de E de l'application. Donc on avait vu que cette application, elle avait beaucoup de propriétés, elle était déjà bijective, elle réalisait une bijection entre ces deux espaces, elle est linéaire, c'est-à-dire qu'elle transforme les combinaisons linéaires d'endomorphisme en la combinaison linéaire des images, donc elle nous permet déjà d'avoir cette propriété, donc une propriété bien sympathique, mais là on vient de démontrer également qu'elle conserve la composition des éléments de L2E. Et vous vous rappelez, la composition, c'est une loi de composition interne sur L2E. Donc la loi de composition interne sur L2E multiplicative dans les applications linéaires, eh bien elle se transforme en loi de composition interne multiplicative dans les matrices. Donc les différentes opérations qu'on a mises dans L2E, plus correspond à plus dans les matrices, rond correspond à fois dans la matrice, et la multiplication par les scalaires correspond à la multiplication par les scalaires dans les matrices. Donc on a une correspondance parfaite. Alors si elle était bijective, ce serait un diamant. Et elle l'est en plus, hein, c'est un isomorphisme entre L2E et MNP de K. Donc ça veut dire que si je me donne une matrice, je peux la représenter de façon unique comme la matrice d'une application linéaire dans une base E donnée. Donc de plus, hein, je peux dire en plus que quel que soit A appartenant à MP de K, eh bien je sais qu'il existe un unique A appartenant à L2 qui peut être représenté par la matrice A, c'est-à-dire tel que A soit la matrice dans la base E ronde de A. Donc cette application, elle a des propriétés qui sont absolument phénoménales. Alors, j'ai envie de dire, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, finalement? Parce qu'on a l'impression qu'on a absolument tout fait. Bien, non, il y a encore un truc qu'on n'a pas fait. C'est qu'est-ce qu'on fait avec une application linéaire? De plus courant, on l'applique à un vecteur. Donc, c'est-à-dire, si je me donne une application linéaire définie sur E à valeur dans F, moi, je vais faire un petit encart ici. Si je me donne cette fois-ci une application linéaire définie sur E à valeur dans F, quelle est la chose la plus commune que l'on fait dans les exercices? C'est d'appliquer, de prendre un vecteur x appartenant à E et de calculer a de x. Ça, vous êtes d'accord, c'est ce qu'on fait le plus. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si cette opération a un pendant matriciel. C'est-à-dire que ce vecteur-là est un vecteur de f. Donc je suis normalement capable de calculer la matrice dans la base f du vecteur a de x. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que cette matrice-là a un lien avec la matrice de A dans la base E ronde et F, et la matrice de X dans la base E, puisque X est un vecteur de E, on le décompose donc dans la base de E. Donc ce qui serait intéressant, ça serait de voir si par hasard il n'existe pas un lien entre ces différents objets. Et si c'est le cas, alors le dictionnaire sera complet. On saura traduire matriciellement l'image d'un vecteur par une application linéaire, la composition des applications linéaires, les combinaisons linéaires d'applications linéaires. Ah, il nous restera encore à voir ce qui se passe pour les bijections réciproques. Mais le tableau sera de plus en plus complet, hein. On n'aura plus qu'un petit bout à cocher. Donc voilà, on arrive au théorème dont on discutait.
Donc j'ai formalisé ici, donc je vous explique le principe et on va le démontrer. Donc je me donne une application linéaire A de E dans F, hein, donc là c'est ce truc que j'ai pas écrit, c'est quand même un peu mais A c'est une application linéaire de E dans F. Et l'objectif, ça serait de relier la matrice du vecteur A de x à la matrice du vecteur x, évidemment avec comme pont la matrice de A. Eh bien, avec les notations que je considère, si je prends la matrice de petit x dans la base E, alors petit x il est évidemment dans la base E puisque c'est la base de l'espace de départ, on a vu par définition que cette matrice, ce sont simplement les coordonnées de x dans la base E que l'on met en colonne. La question c'est, quelles sont les coordonnées, comment je peux récupérer les coordonnées du vecteur A de x dans la base F? Alors A de x il se décompose bien dans la base F, puisque A de x c'est un vecteur de F. Eh bien, voilà la formule, c'est-à-dire que la matrice de A de x dans la base F, c'est simplement la multiplication de la matrice A et de la matrice X, où la matrice A désigne, bien entendu, la matrice dans la base E et dans la base F de l'application petit a. C'est-à-dire qu'on a une multiplication matricielle cachée, enfin cachée, elle ne l'est plus, c'est que la matrice de A de x dans la base F, c'est-à-dire la matrice colonne des coordonnées de A de x dans la base F, c'est le produit de la matrice A et de la matrice X. C'est le produit des matrices des différentes coordonnées pour l'application linéaire et pour les vecteurs. Bon, alors on va démontrer ce résultat. Vous allez voir que la démonstration ne va pas être dingue. Il suffit de maîtriser le produit matriciel, chose que vous ne maîtrisez pas toujours, notamment cette formule si importante du produit matriciel. Hein, celle-là, on peut difficilement s'en passer. Hein. Bon, alors, c'est parti. Je vais déjà observer ce que je veux démontrer. Moi, ce que je veux démontrer, c'est que la matrice de cette matrice colonne-là est égale à le produit de cette matrice de Mn P de K avec cette matrice de MP1 de K. Donc je vais commencer par donner des noms un peu plus précis, histoire que les choses soient claires. La matrice dans la base EF de petit a, je l'appelle grand A, et la matrice de X dans la base E ronde, je l'appelle grand X. Les notations, je les ai définies ici. Moi, qu'est-ce que j'aimerais calculer? J'aimerais calculer cette matrice-là. Cette matrice-là, je vais déjà regarder où elle vit. La matrice A, c'est une matrice de MNP de K, et la matrice X, c'est une matrice de MP1 de K, puisque c'est une matrice colonne qui contient les P coordonnées du vecteur X dans la base E1, EP. Donc, déjà, je constate que quand je calcule le produit AX, j'obtiens une matrice de MN1 de K. Donc une matrice qui a pile le bon gabarit, puisque le vecteur A de x, c'est un vecteur de f, et f, c'est un espace de dimension n. Donc la matrice de ces coordonnées, c'est bien une matrice de taille nn. Moi, ce que je voudrais avoir, récupérer, c'est le coefficient, le im coefficient de cette matrice. Alors évidemment, cette matrice, elle a bien un im coefficient, hein, puisque c'est une matrice de coordonnées, c'est une matrice colonne. Alors cette matrice colonne, elle correspond à quoi? Si je regarde ce que c'est que la matrice de A de x dans la base F. Toujours bien voir ce qu'on manipule, au moins au début, pour être sûr de bien maîtriser les définitions. Quand j'écris la matrice de A de x dans la base F, la coordonnée numéro x que je cherche à calculer, c'est donc la im coordonnée de A de x dans la base de l'espace d'arrivée. La base de l'espace d'arrivée, c'est la base F1, F2, Fn. Donc moi, ce que je veux choper ici, c'est la coordonnée selon Fi. Donc il faut que je regarde si la coordonnée selon Fi du vecteur A de x, c'est bien le produit de la matrice A par la matrice X. Donc là, le nombre que je cherche, c'est lui. Ce nombre, je vais l'appeler YI, et je vais chercher à le calculer avec les informations sur A et sur X. Bon, bah c'est parti. Donc, gardons le même stylo. Hop, c'est parti. Donc moi, je dois calculer la coordonnée selon Fi du vecteur A de x. Bon, bah déjà, il va falloir décomposer le vecteur x. Le vecteur x, ses coordonnées dans la base E, c'est x1, xp. Donc ça veut dire qu'il va s'écrire somme pour k variant entre 1 et p, donc de xk multiplié par k.
J'utilise le fait que l'application A est une application linéaire. Donc, par linéarité de la somme, je vais récupérer la somme des xk A de ek, hein, puisque ici xk est un scalaire, donc on peut utiliser la linéarité de l'application A. On va aller pêcher les informations de A de ek dans quoi? Dans sa matrice. Donc, je vais choper ces informations où? Sur la k-e colonne de la matrice. La k-e colonne de la matrice, donc, qui va contenir les coefficients qui vont me permettre de décomposer mon vecteur. Donc, A1, K, A2, K, etc. jusqu'à ANK, qui sont les coordonnées du vecteur A de EK dans la base F1, F2, Fn de l'ensemble d'arrivée. Donc le vecteur A de EK, je peux le réécrire totalement. Le vecteur A de EK, donc c'est donc ici la somme pour K variant entre 1 et P, multiplié par xk, multiplié par la somme pour I varie entre 1 et N, de AI, alors K, puisque je suis à la kème colonne, fois FI. Voilà ce que je récupère quand je calcule A de X. Alors ne nous perdons pas, moi je veux la coordonnée selon FI, hein, c'est ça que je veux récupérer, et voir si ça correspond à un produit matriciel. Bon, bah le xk ici, je vais le développer dans la somme, donc je réécris ma petite somme, somme pour K variant entre 1 et P, de la somme pour I variant entre 1 et N, donc de AI K xk fois FI. Et là, je peux échanger les deux sommes qui se trouvent sur des secteurs rectangulaires, donc ils sont parfaitement échangeables. Donc on récupère la somme pour K variant de 1 à P, des AIK, XK, FI. Non seulement ici, comme on a changé la dépendance aux variables, par rapport à la variable K, ce terme-là est indépendant, donc je peux mettre les parenthèses ici, ce qui consiste à factoriser le terme FI, le vecteur FI, de la somme des scalaires. Donc qu'est-ce que je récupère? Je récupère que le coefficient YI, qui est ici, c'est-à-dire la ième coordonnée de ce vecteur, le nombre YI, il est là, voilà la ième coordonnée de ce vecteur. Donc qu'est-ce que je viens d'établir comme formule? Je viens d'établir donc que YI est donc égal à la somme pour K variant entre 1 et P des AIK XK. Est-ce que ça correspond à un produit matriciel? Est-ce que ça correspondrait pas, par hasard, au produit matriciel de la matrice A par le vecteur X? Regardons, hein, posons ce produit matriciel. Hein. Moi, je veux regarder ce qui se passe au niveau de la ième coordonnée. Est-ce que ça, ce serait pas le produit de la ième ligne de la matrice A, AI1, AIP, multiplié par la matrice X1, XP, dites-moi. Attendez, on regarde. AI1, X1, plus AI2, X2, plus AIP, XP. Oh, c'est la même chose. C'est bien la ième ligne du produit matriciel AX. Donc on vient de démontrer que ce truc-là, c'est la ième ligne, la ième composante du produit matriciel AX. La ième composante du produit matriciel AX. On vient donc bien de démontrer que la matrice dans la base F du vecteur A de X, c'est donc bien la matrice AX, puisque ces matrices, elles ont exactement les mêmes coefficients. Donc on vient de démontrer que même pour appliquer à un vecteur à une application linéaire, eh bien, la matrice de ce nouveau vecteur, c'est le produit de la matrice de A par la matrice de ce vecteur. Donc là encore, une fois, on a un truc qui est parfaitement cohérent. On peut citer dans la foulée le corollaire 14, qui est une simplification évidemment remarquable du résultat précédent, puisqu'on travaille avec des endomorphismes. Donc le corollaire 14, si je l'image ici, il dit que si vous avez un endomorphisme de E, où l'espace vectoriel E est muni d'une base E ronde que j'ai appelée E1EP, alors quand je cherche à appliquer à le vecteur x2 et que j'ai des données matricielles plutôt qu'à d'avoir des données sur les applications, eh bien si je veux récupérer la matrice de ce vecteur, donc évidemment dans quoi? Dans la base ronde, puisque de toute façon les deux espaces vectoriels sont décomposés dans la base ronde, eh bien pour récupérer les informations, je peux les récupérer matriciellement,
simplement en disant je multiplie la matrice de A dans la base ronde et je multiplie la matrice de X dans la base ronde. Ce qui, avec les notations matricielles, donne, je multiplie la matrice grand A de l'application linéaire par la matrice grand X du vecteur et j'obtiens la matrice de A de X. Donc on voit que les notations sont en plus parfaitement simples et efficaces pour pouvoir mener des calculs matriciellement entièrement. Donc ça c'est plutôt sympa parce que si on a des données matricielles, on sait tout faire. Si on a des données vectorielles, on sait tout faire. Et on a les relations qui nous permettent de passer de l'une à l'autre. Donc là, vous voyez que cette passerelle est en train de s'élargir. Pour l'instant, on avait dit, ouais, c'est une passerelle parce qu'on peut passer des applications aux matrices, ok. Mais là, on est en train de voir que toutes les opérations sont conservées. Toutes les opérations. Combinaison linéaire, produit, application d'une application linéaire à un vecteur. On a un tout matriciel. La seule chose qui nous reste à voir au niveau de la conservation, c'est ce qui se passe pour les isomorphismes et pour les automorphismes. C'est-à-dire, est-ce que l'application matrice conserve ce qu'on appelle l'inversibilité? Est-ce que si une application possède une bijection réciproque, qu'est-ce qui se passe au niveau des matrices? Mais ça serait dingo si c'était l'inverse, vous voyez? Ça serait dingo. Eh bien, je crois que ça l'est. Alors, on va maintenant travailler l'exercice numéro 7, que je vais un tout petit peu compléter. J'avais besoin justement du théorème 13 et du corollaire 14 pour pouvoir faire les remarques et les compléments que j'avais envie de faire. Et après, on reviendra à la remarque qu'il y a avant l'exercice 7. Je préfère aller dans ce sens-là pour que vous voyez déjà un peu ce qui se passe sur un exemple. Alors, on considère l'application suivante, donc qui est à x, y, z associe ce triplet de R3. Je vous demande de montrer que U est un projecteur et de déterminer ses éléments caractéristiques. Donc, déjà, première chose, pour montrer que U est un projecteur, il faut montrer que U est un endomorphisme de R3. Alors, on sait que ça, c'est un super mauvais moment à passer, parce qu'il faudrait montrer que l'image d'une combinaison linéaire de ces horreurs, ça va être la combinaison linéaire des images. On a déjà fait, hein, c'est des calculs gigantesques. Mais non, c'est fini. Mais non, ce tour-là est fini. On sait bien que U, on va dire que U est l'endomorphisme de R3. On peut le voir matriciellement en disant c'est l'endomorphisme de R3, canoniquement associé, à eh bien, la matrice. Alors justement, la matrice que j'obtiens comment? La matrice telle que l'image de U de x, y, z, soit la matrice de A multipliée par la matrice de x, y, z. On va utiliser cette formule à notre avantage pour encore donner un peu plus de corps à l'endomorphisme canoniquement associé. Donc concrètement, ça va être qui? C'est l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice U, qui appartient à on verra, et je vais voir les choses de deux manières. Je vais dire déjà que cette matrice U, ça va être une matrice de taille 3,3, puisque le nombre de lignes de la matrice, c'est la dimension de l'espace d'arrivée, et le nombre de la colonne, c'est l'espace de départ. Donc déjà, ma matrice, elle va avoir a priori 9 coefficients à déterminer. Et qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois avoir cette relation-là, c'est-à-dire que quand je calcule la matrice de l'image de U de x, y, z, je dois récupérer la matrice qui est là multipliée par la matrice qui est là. Donc je sais que pour pouvoir trouver... Oh là là, j'ai pas mis assez de place. Pour pouvoir trouver la matrice qui représente cet endomorphisme dans la base canonique de R3, eh bien je dois avoir cette relation. Alors vous avez vu qu'ici, la base que je vais prendre pour avoir ces coordonnées-là, c'est la base canonique de R3. Hein. C'est pour pouvoir passer du triplet aux coordonnées, c'est naturellement la base canonique de R3. Donc là, qu'est-ce que je veux? Ici, ce que je veux, c'est récupérer 2x moins y moins z à cette composante. Ce que je veux, c'est récupérer moins x moins z à cette composante. Ce que je veux, c'est récupérer x moins y à cette composante. Donc là, vous avez le vecteur grand X, là, vous avez le vecteur U fois grand X, c'est-à-dire la multiplication de la matrice de l'application linéaire par ce vecteur grand X.
Donc la matrice qui va être justement associée à cet endomorphisme, donc pour récupérer ce 2x ici, il faut que je mette 2. Pour récupérer le moins y ici, il faut que je mette moins 1. Et le moins z, moins 1. À la deuxième ligne, eh bien, ça va être 1 pour x, 0 pour y, moins 1 pour z. Et enfin, la dernière ligne, ça va être 1 pour x, moins 1 pour y et 0 pour z. Donc on peut dire que U est l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice grand U qui est ici, qui est une matrice de M3 de R, une matrice avec 3 lignes et 3 colonnes. Et on peut lire énormément de choses sur cette matrice, notamment avec l'image des vecteurs de base. Alors, maintenant que je sais que U, c'est l'endomorphisme de R3 canoniquement associé à cette matrice, on vient déjà de vérifier que U est un endomorphisme de R3. Et vous avez vu à quel point ça a été simple. Hein. C'est juste récupérer la matrice de cette application linéaire associée dans la base canonique. Maintenant, pour montrer que c'est un projecteur, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bien, posons le problème. Hein. U est un projecteur, l'application U est un projecteur. Si et seulement si, on a vu que U rond U est l'identité de R3. Alors ça, c'est pas drôle, hein. S'il faut calculer U rond U de x, y, z, vous imaginez encore les calculs monstrueux qu'il va falloir faire. Ben, on va passer la passerelle. Passons la passerelle des matrices. La passerelle des matrices nous dit que on a cette égalité-là si et seulement si les matrices sont égales. Préservation de l'équivalence, puisque cette application est injective. Donc si et seulement si la matrice dans la base canonique de R3, que je vais appeler B3, de U rond U, est égale à la matrice dans la base canonique B3 de l'identité de R3. Donc là, j'utilise le fait fondamental que matrice dans la base B3 est un isomorphisme, donc elle est en particulier injective. L'injectivité, on sait que c'est la propriété qui permet de conserver les équivalences dans les égalités. Or, maintenant, je sais que la matrice d'une composée ici, c'est le produit des matrices. Donc ça va être la matrice de petit u dans la base B3 fois la matrice de petit u dans la base B3. Mais la matrice de petit u dans la base B3, c'est la matrice grand U qui est ici. Donc là, je vais récupérer U fois U, c'est-à-dire le carré de U, va être égal à la matrice de l'identité de R3 dans la base B3. On a vu que la matrice de l'identité, vue comme un endomorphisme de R3, c'est la matrice... Oh là là, qu'est-ce que j'ai écrit comme connerie? J'ai confondu projecteur et symétrie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Là, il y a Nicolas Lescaut qui doit faire des bonds sur sa chaise. Oh, oh, il m'a déjà envoyé un message. Oh, il est beau, mon petit Nicolas, je l'adore. C'est mon chouchou. Donc, erreur à réparer, U est un projecteur, si et seulement si, U rond U est égal à U, et là on récupère la matrice de U dans la base R3. Et donc, on obtient que l'application est un projecteur, si et seulement si, U au carré est égal à U. Donc si et seulement si, U au carré est égal à U. Donc finalement, pour montrer que cette application est un projecteur, fini les lourds calculs horribles, montrer que U est un projecteur, ça va revenir à calculer simplement un pauvre produit matriciel. Donc là, on va calculer notre produit matriciel et on va regarder si on n'obtient pas bien ce qui nous intéresse. Donc ici, par exemple, quand on écrit les deux matrices, et là, on va avoir 2, moins 1, moins 1, 1, 0, moins 1, 1, moins 1, 0. Donc on fait le produit matriciel, on va récupérer 4, moins 1, ah ben il reste 2. Ici, on va récupérer moins 2, plus 1, moins 1. On va récupérer moins 2, plus 1, moins 1. Ici, 2, moins 1, 1. Ici, moins 1, plus 1, 0. Ici, moins 1. Ici, il ne faut pas tricher, hein, 1. Ici, on va récupérer donc moins 1, puisque les autres termes qu'on additionne sont nuls. Ici, on récupère moins 1 plus 1, 0. Ah ben c'est bien la même matrice. On vient de montrer que U carré est égal à U. Donc le fait que U carré soit égal à U valide directement le fait que U est un projecteur. Donc là, on a directement le résultat. Alors il nous reste maintenant à déterminer les éléments caractéristiques de ce projecteur.
Et là, on va encore pouvoir utiliser à notre avantage la matrice. Alors pour vous montrer que vraiment le calcul matriciel et le calcul sur les vecteurs vont être complètement équivalents, c'est sûr que c'est un peu plus long ce que je fais, mais c'est juste pour que vous voyez justement la passerelle qu'il y a entre les deux et voir que si on sait calculer dans l'un, on sait calculer dans l'autre. Je vous donne l'exemple du noyau. Le noyau de l'application U, c'est quoi? Eh bien, on dirait c'est l'ensemble des vecteurs x, y, z appartenant à R3, tel que U de x, y, z est égal à 0. Où 0 ici, c'est évidemment le vecteur nul de R3. Donc quand on cherche un vecteur dans le noyau, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est qu'on considère un vecteur x, y, z appartenant à R3, et on dit bien le vecteur, ce vecteur-là est donc dans le noyau de U, à la condition nécessaire et suffisante que son image U de x, y, z par U soit nulle. Donc là, on va récupérer un système de 3 équations à 3 inconnus. En l'occurrence, ici, le système, c'est le suivant. Et il ne nous restera plus qu'à résoudre ce système-là à l'aide de la méthode de Gauss. Voilà, ça ira normalement assez vite. Qu'est-ce qu'on ferait matriciellement? Matriciellement, on sait que petit u, c'est l'application linéaire canoniquement associée à la matrice grand U. Donc on sait que le noyau de l'application linéaire, c'est la même chose que le noyau de la matrice. Donc je peux dire que ici, le noyau de U, c'est l'ensemble des grands X. Alors en fait, c'est une matrice, mais on sait qu'on peut l'assimiler à un vecteur de R3, tel que le produit matriciel UX soit égal à la matrice nulle. Donc on peut voir les choses complètement matriciellement. Et on va dire le vecteur grand X appartient au noyau de grand U, à quelles conditions nécessaires et suffisantes, que le produit matriciel UX soit nul. Donc on n'a plus qu'à effectuer le produit matriciel UX, et on sait que ce produit matriciel UX va nous donner quoi? Les différentes coordonnées qui sont ici. Donc on est ramené, si on le veut, on est ramené exactement au même système linéaire que dans le cadre des applications sur des calculs de vecteurs. Donc on peut tout à fait mener les calculs matriciellement, on voit qu'on est conduit au même système. Alors vous allez me dire, pour l'image, ça va être un peu différent. Pour un projecteur, pas trop finalement, puisque je vous rappelle que l'image d'un projecteur, c'est quoi? L'image d'un projecteur, c'est l'ensemble des vecteurs invariants. Comment ça s'écrirait matriciellement l'ensemble des vecteurs invariants? Eh bien, c'est simplement l'ensemble des x appartenant à R3, tel que ux est égal à x. Donc on peut aussi ramener le calcul de l'image à la résolution d'un système linéaire. Il suffit de résoudre le système ux est égal à x, c'est-à-dire remplacer ici le second membre par x, y, z. Donc on voit qu'on peut complètement traduire les choses matriciellement. Mais quitte à faire un travail matriciel, que ce soit pour le noyau ou pour l'image, j'ai envie de dire, il y a un truc que j'ai encore pas suffisamment écrit, mais c'était pas ce que je voulais vous montrer. Mais ça y est, on y est. C'est l'intérêt du calcul matriciel, surtout quand les coefficients de la matrice sont simples, c'est de voir directement que les colonnes représentent l'image des vecteurs de base. C'est-à-dire que quand on écrit cette matrice-là, la matrice grand U, ici vous avez l'image parue du vecteur E1, ici du vecteur E2, ici du vecteur E3, décomposé dans la base canonique E1, E2, E3. Si vous regardez cette matrice un peu attentivement, est-ce qu'on ne peut pas voir des choses qui se dégagent? Moi, vous voyez ce que je vois, c'est que quand j'additionne ces trois colonnes, eh ben, j'obtiens 0. Vous avez vu? Enfin, je pense que vous l'avez vu, vous voyez? C'est quand même assez visible. Alors, vous allez dire, ok, et alors? Et alors, c'est tout. C'est tout, regardez. Parce que la première colonne, c'est U2E1, la deuxième colonne, c'est U2E2, la troisième colonne, c'est U2E3. Dire que ça fait 0, ça va me permettre de jouer sur deux tableaux, carrément. Pourquoi? Premier tableau, l'image de U, c'est l'espace vectoriel engendré par U de E1, U de E2, U de E3.
ça, c'est le théorème du cours qui nous dit qu'une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base, vue de cette manière-là. Cette relation-là, je peux l'utiliser en disant, ah oui, mais alors, U de E1 ici, je peux l'écrire comme combinaison linéaire des autres vecteurs de la famille génératrice. Moralité, cette relation-là me permet de supprimer le vecteur U de E1 du système générateur. Puisqu'on a vu que lorsque l'un des vecteurs du système générateur s'exprime comme combinaison linéaire des autres, il est inutile. On avait appelé ça lemme de retrait d'un vecteur inutile dans une famille génératrice. Ce qui me permet donc de dire que l'image est en fait l'espace vectoriel engendré simplement par U de E2 et U de E3. Seulement U de E2 c'est ce vecteur-là, U de E3 c'est ce vecteur-là. On voit que les deux vecteurs qui sont ici ne sont pas proportionnels. Donc là, il suffit de lire ce qu'il se passe sur la matrice pour voir que ces deux vecteurs-là sont non proportionnels. Donc ces deux vecteurs-là sont non collinéaires. C'est ça qu'on dit pour des vecteurs. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer là, les amis? On vient de démontrer que l'image de U est un espace vectoriel de dimension 2, puisqu'on vient de trouver une famille génératrice qui de surcroît est libre, donc une base. Et on peut même annoncer que l'image de U, c'est donc l'espace vectoriel engendré par le vecteur de coordonnées. Alors je suis dans la base canonique là, hein. Donc dans la base canonique, les vecteurs, on peut les représenter par des triplets. Hein. Voilà. Et l'autre vecteur, c'est -1, -1, 0. Voilà une base de l'image. Je crois qu'on n'a pas fait beaucoup de calculs là. Combien de calculs on a fait 0. 0, 0, 0. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Cette formule-là, la somme des colonnes, ça m'a donné des renseignements sur l'image. Mais on sait bien depuis la formule du rang qu'il y a une porosité entre le noyau et l'image. Ils sont liés, ils sont intimement liés. Et là, on voit bien pourquoi ils sont liés. Parce que cette combinaison linéaire nulle de colonnes, si j'utilise la linéarité de U, ça me permet de dire que le vecteur E1 plus E2 plus E3, quand on calcule son image par U, on obtient 0. C'est-à-dire que le vecteur E1 plus E2 plus E3 est un vecteur qui est dans le noyau de U. On vient de récupérer un vecteur non nul du noyau de U. Mais connaissant maintenant le rang, puisque je connais l'image, eh bien, je peux avoir la dimension du noyau de U. Puisque je sais que la dimension du noyau de U plus le rang de U, ça, via la formule du rang, c'est la dimension de l'espace vectoriel de départ, R3. Comme lui est de dimension 2 et lui est de dimension 3, on obtient donc directement que le noyau de U est de dimension 1. Le noyau de U est de dimension 1 et j'ai trouvé un vecteur non nul dans le noyau de U. Je viens de trouver une famille libre du noyau de U, puisque c'est un vecteur non nul du noyau. Une famille libre dans un espace vectoriel de dimension 1, si elle possède qu'un seul vecteur, c'est une base. On vient donc de démontrer que le noyau de U, c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur E1 plus E2 plus E3. Comme E1, E2, E3, c'est la base canonique de R3, bah donc il s'agit du vecteur 1, 1, 1. On vient donc de trouver, sans l'ombre d'un calcul, et en voyant les liens qui s'opèrent entre les deux, une base du noyau et une base de l'image. Alors évidemment, ce qu'on voit sur la matrice, on aurait très bien pu faire des résolutions de système. Si vous résolvez le système U de x est égal à x, vous allez montrer que l'ensemble des solutions de ce système eh bien, conduit à ces solutions. Comme si vous résolvez le système U de x est égal à 0, vous allez récupérer que la seule solution de ce système, c'est les vecteurs qui s'écrivent sous la forme de xxx, c'est sûr. D'ailleurs, regardez, x égale y, x est égal à z. Bam, c'est xxx. On voit vraiment qu'il y a maintenant diverses manières de voir les problèmes en algèbre linéaire, soit par un calcul vectoriel, soit par un calcul matriciel, soit on joue sur les deux tableaux. On emprunte la passerelle quand on a envie de l'emprunter pour aller prendre ce qui est bon dans le calcul matriciel et pour aller prendre ce qui est bon dans le calcul vectoriel. Vous allez me dire, ouais, on pourrait faire une toute petite vérification pour voir si on a compris comment on applique la matrice. Vous voyez, comment on fait pour faire ce genre de choses. On va essayer. On va essayer parce que l'image d'un projecteur, c'est censé être l'ensemble des vecteurs invariants, vous êtes d'accord? Donc normalement, hein, si je fais le produit matriciel de la matrice U par ce vecteur-là, -1, 0, -1,
vous êtes d'accord que je devrais retrouver le même vecteur, puisqu'il devrait être invariant. On y va. Donc là, je récupère moins 2 plus 0, moins 2 plus 1, moins 1. Ça commence bien. Moins 1 plus 0 plus 1, 0. Et ici, je récupère moins 1 plus 0 plus 0. Ça fait bien le même vecteur. J'essaye avec l'autre. Je fais le produit, moins 1, 0. C'est parti. Moins 2 plus 1, ça fait 1, plus 0, ça fait 1. Mince. Non, moins 2, moins 1. Je n'ai pas calculé. Moins 1 plus 0 plus 0, moins 1. Moins 1 plus 1 plus 0, 0. Ah oui, c'est le même. Ah, c'est tout est cohérent. Donc, on voit l'enjeu, on voit ce qui s'offre à nous, on voit que maintenant on aura diverses voies pour valider certains problèmes de mathématiques en algèbre linéaire. Parfois on n'aura pas le choix, parfois on aura le choix. Dans ce genre de circonstances, on a le choix. On a déjà vu que ne serait-ce que pour démontrer que cette application était un endomorphisme de la rapidité des raisonnements est quand même assez impressionnante, donc on voit que c'est un véritable bénéfice. On voit aussi que quand les coefficients de la matrice sont simples, il y a des choses qu'on peut directement lire sur les colonnes de la matrice, et qu'on fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que si on récupère des relations entre les colonnes, c'est directement interprétable dans l'image et dans le noyau. Et ça, on voit à quel point la formule du rang, elle est intéressante pour pouvoir justement gérer cette double interprétation de ce qui peut se passer sur les colonnes de la matrice. Passons à la remarque, maintenant qu'on a vu ce qui se passait pour des projecteurs. Donc je vais me donner E, un K-espace vectoriel de dimension P, et A, un endomorphisme de E. Donc j'affirme que A est un projecteur si et seulement si, vous avez vu, je me suis encore trompé. Vous me faites peur, Nicolas. Et A est une symétrie si et seulement si A, rond A est égal à identité. Et A est nilpotent si et seulement si il existe un entier naturel P, tel qu'en itérant A suffisamment de fois, j'obtiens le vecteur nul. Et j'ai rajouté A est invariant par A est équivalent à A de x est égal à x. Donc là, on est sur du calcul vectoriel dans un espace vectoriel E. Donc ça, c'est du calcul vectoriel dans E. Donc j'appelle ça du calcul géométrique, hein, calcul vectoriel dans E. Calcul vectoriel dans l'espace vectoriel E. Donc là, on est dans un espace abstrait, géométrique. Eh bien, on va passer dans un espace de coordonnées, c'est-à-dire un calcul matriciel. Calcul matriciel, c'est, vous avez vu, c'est des calculs sur des nombres. Donc on va passer à du calcul matriciel, enfin à des calculs matriciels. Donc là, on passe dans le monde des coordonnées. C'est un petit peu ce que vous avez fait quand vous êtes passé de la géométrie descriptive, horriblement difficile, à la géométrie analytique, calcul sur les coordonnées. C'est un peu le même genre d'idée qu'on utilise ici. Alors la question c'est, comment passer dans le monde de la géométrie, du calcul vectoriel, au monde des coordonnées? Pour ça, il suffit de pouvoir associer à une application linéaire une matrice. Pour ça, ça va être le choix d'une base. Si je me donne E ronde une base de E, alors évidemment cette base-là, on peut la choisir arbitraire dans le sens où les passages, la passerelle entre l'un et l'autre, je peux le faire avec la matrice dans la base E ronde de E quand je travaille avec des endomorphismes. Pour n'importe quelle base de E, j'ai une passerelle qui me permet de passer de lui à lui et de lui à lui. Évidemment, comme on a le choix de la base, vous vous doutez bien qu'on la prendra de façon remarquable pour pouvoir prendre en compte la situation géométrique. Mais une fois qu'on a fait ce travail, on s'aperçoit que cette relation-là, elle va s'écrire comment? Une fois que j'ai ma base E ronde ici, je peux associer à l'endomorphisme petit a sa matrice dans la base E ronde. Et dans ce cas-là, cette relation devient simplement A carré est égal à A. J'ai un simple calcul de coordonnées à faire. Ceci devient A carré est égal à la matrice IP. J'ai un simple calcul de produit matriciel à faire. Ceci devient, il existe un entier naturel P appartenant à n étoiles tel que A à la puissance P est égal à la matrice nulle. Il suffit de vérifier que la matrice est nilpotente. X est invariant par A. Ça revient à calculer la matrice de l'application A fois la matrice du vecteur X et de voir si j'obtiens pas le vecteur X. Donc on voit que les informations qu'on a là, on peut évidemment les repasser ici, puisqu'on sait que les applications qui permettent de passer de l'une à l'autre, c'est des isomorphismes, donc elles conservent les égalités. Donc on a un va-et-vient possible assez simple qui me permet de passer du monde géométrique au monde des coordonnées. Il faudra choisir une base.
et ensuite du monde des coordonnées au monde de la géométrie. Et dans ce cas-là, on regardera dans l'espace vectoriel dans lequel on veut se placer. Donc on voit qu'on a des liens entre les deux, et les liens entre les deux sont donnés par la matrice dans la base Euronde, qui est une application qui nous fournit un isomorphisme entre ces deux mondes-là, entre ces deux espaces vectoriels-là. Et on a commencé à voir, on n'a pas fini, hein, mais on a commencé à voir les liens très forts qui existaient entre les deux.